Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de voixpoétique.com. Je suis David, et aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage au cœur d'un univers poétique fascinant. Né dans les brumes gothiques de l'Angleterre des années 80, mais qui continue de résonner aujourd'hui avec une intensité troublante. Imaginez un homme aux cheveux ébouriffés, au maquillage noir coulant, dont la silhouette longiligne évoque autant un dandy byronien qu'un vampire romantique. Cet homme, c'est Robert Smith, et derrière cette apparence théâtrale se cache l'une des plumes les plus singulières de la chanson contemporaine. Car Robert Smith n'est pas seulement le leader des Cure, il est avant tout un poète qui a choisi les 3 accords de la pop comme véhicule de ses visions les plus intimes. L'histoire commence en 1959 à Blackpool, cette station balnéaire anglaise battue par les vents de la mer du Nord. Robert James Smith y naît dans une famille de classe moyenne, loin des fastes londoniens, loin des cercles littéraires établis. Son père est comptable, sa mère s'occupe du foyer. Rien ne prédestine ce gamin timide à devenir l'un des paroliers les plus influents de sa génération. Pourtant, dès l'adolescence, quelque chose se dessine. Smith découvre la littérature avec voracité. Camus et son absurde lumineux, Kafka et ses labyrinthes mentaux, mais aussi les romantiques anglais, Keats, Shelley, Byron. Ces poètes maudits qui ont fait de la mélancolie un art de vivre. Cette formation littéraire autodidacte sera déterminante. Contrairement à beaucoup de musiciens, Smith aborde l'écriture avec une conscience aiguë de l'héritage poétique occidental. En 1976, à seulement 17 ans, il forme The Cure avec ses amis de lycée. Le nom lui-même révèle déjà une ambition. Soigner, guérir, apporter un remède à une époque qu'il perçoit comme malade. Mais de quoi The Cure est-il le remède ? De la superficialité ambiante, de l'optimisme forcé des années 70, de cette société de consommation qui broie des individus ? Peut-être. Smith ne le dira jamais explicitement, mais son œuvre entière constituera cette réponse. Les premières chansons sont balbutiantes, cherchent encore leur voix. Mais déjà dans des titres comme 10, 15th, Saturday Night, on perçoit cette capacité unique à transformer l'ennui adolescent en matière poétique. L'horaire précis du titre n'est à mon sens pas anecdotique. Smith ancre toujours ses émotions dans le concret, le quotidien, le trivial même, pour mieux révéler leur dimension universelle. Cette approche poétique du banal deviendra l'une de ses signatures. Là où d'autres paroliers choisissent l'abstraction lyrique, Smith part toujours du détail vécu, de l'instant précis, de la sensation physique. Il rejoint en cela une tradition poétique qui remonte aux imagistes anglo-américains du début du XXe siècle. Ces poètes qui voulaient présenter directement la chose, qu'elle soit subjective ou objective. Pour comprendre la poétique smithienne, il faut d'abord analyser sa méthode de composition. Contrairement à la plupart des musiciens, Smith ne sépare jamais totalement musique et paroles. Ses textes naissent en symbiose avec les mélodies, dans une fusion qui rappelle les troubadours médiévaux ou les ballades folk traditionnelles, ce qui ne s'entend pas à la première écoute, comme ça. Cette approche organique explique pourquoi les textes de Smith résistent souvent à l'analyse littéraire classique. Ils ne sont pas conçus pour être lus silencieusement, mais pour être chantés, pour épouser les courbes mélodiques, pour créer un effet global où sens et son se confondent. C'est particulièrement frappant dans une chanson comme Charlotte Sometime, où la répétition obsessionnelle du prénom crée un effet hypnotique qui mime l'obsession amoureuse. Smith maîtrise également l'art de l'ellipse narrative.
Ces chansons sont rarement des récits linéaires, mais plutôt des instantanés émotionnels, des fragments de conscience mis en musique. Dans The Walk, il évoque une relation amoureuse à travers le simple geste de marcher ensemble. I call you after midnight, then ran until my heart burst. I passed the howling woman and stood outside your door. Ces 4 vers suffisent à créer un tableau saisissant. L'urgence de l'appel nocturne, la course éperdue, la présence menaçante de la femme qui hurle, peut-être une sorte de métaphore de la jalousie, et enfin cette immobilité devant la porte fermée qui concentre toute l'angoisse du désir non assouvi. La temporalité smithienne mérite aussi qu'on s'y attarde, je pense. Ces chansons explorent sans cesse les distorsions temporelles de la conscience amoureuse, l'instant qui se dilate, A Forest, avec ses 8 minutes d'égarement dans les bois de l'inconscient. Le passé qui ressurgit brutalement, Picture of You, le futur qui se dérobe, Disintegration. Cette manipulation du temps rapproche Smith des grands poètes modernistes comme Eliot ou Virginia Woolf, qui ont révolutionné la représentation de la conscience humaine. Si l'on devait définir un territoire poétique smithien, je pense que ça serait assurément celui de la mélancolie. Mais attention, la mélancolie de Smith n'a rien de complaisant ou de narcissique. Elle procède d'une lucidité douloureuse sur la condition humaine, d'une hypersensibilité au temps qui passe, à la beauté qui s'altère, aux êtres qui petit à petit s'éloignent. Cette mélancolie s'exprime d'abord par un rapport particulier à la nature. Contrairement aux romantiques traditionnels, qui trouvent dans la nature un refuge consolateur, Smith y projette ses états d'âme les plus sombres. La forêt, de A Forest, devient une sorte de labyrinthe mental où l'on se perd en poursuivant des chimères. La plage de Just Like Heaven se transforme en théâtre de la perte amoureuse. Même les éléments les plus doux, la neige la plus fine, prennent chez lui des connotations inquiétantes. Cette vision de la nature révèle une influence majeure, celle du cinéma expressionniste allemand, comme dans les films de Murnau ou de Lang. Les paysages smithiens sont toujours chargés d'une tension dramatique. Ils participent pleinement à l'économie narrative et émotionnelle de la chanson. Le brouillard n'est jamais simplement météorologique, il est métaphysique. Mais la mélancolie smithienne ne se contente pas de peindre en noir. Elle révèle aussi une sensibilité aiguë à la beauté fragile, éphémère. Dans Picture of You, l'évocation des photographies jaunies devient un prétexte à une méditation sur la temporalité amoureuse. I've been looking so long at this picture of you that I almost believe that they're real. I've been living so long with my picture of you that I almost believe that the pictures are all I can feel. La photographie, trace matérielle du passé, devient plus réelle que le présent lui-même. C'est tout le paradoxe de la mémoire amoureuse. Préserver l'être aimé, c'est quelque part aussi le figer. Et finalement, le tuer symboliquement. Cette dialectique entre conservation et destruction traverse toute l'œuvre smithienne. L'amour y est toujours menacé, non par des forces extérieures, mais par sa propre intensité. Aimer, chez Smith, c'est déjà perdre. C'est déjà porter le deuil de l'instant présent qui s'échappe. Un des aspects les plus fascinants de la poétique smithienne réside dans son usage de la répétition. Smith ne répète jamais mécaniquement. Chaque retour d'un mot, d'une phrase, d'une image, charge le texte d'une signification nouvelle, crée un effet de spirale émotionnelle qui peut
mener aussi bien à l'extase qu'à finalement l'épuisement. Prenons Close to Me, l'une de ses chansons que je pense les plus célèbres. Le titre lui-même se répète de manière obsessionnelle, mais cette répétition mime parfaitement l'état psychologique du personnage, l'urgence de la proximité amoureuse, le besoin compulsif de se rassurer par la présence de l'autre. La répétition devient ici performative. Elle ne décrit pas l'obsession, elle la crée chez l'auditeur. Dans The Same Deep Water as You, la métaphore aquatique file tout au long de la chanson, créant en effet d'immersion progressive. L'eau, d'abord, qui est un simple décor, Swimming the same deep water as you is hard, devient progressivement substance même de l'être. Kiss me goodbye, pushing out before I sleep. Pour finir par engloutir complètement la conscience du narrateur. Cette progression métaphorique témoigne d'une maîtrise littéraire que je trouve remarquable. Smith utilise aussi la répétition comme technique de distanciation. Dans Boys Don't Cry, le refrain répété prend ironiquement le contre-pied de son contenu. Plus il affirme que les garçons ne pleurent pas, plus il révèle la fragilité masculine qu'il prétend nier. Cette technique me rappelle les procédés brechtiens de distanciation, mais appliqués à la chanson. L'espace, chez Smith, n'est jamais neutre. Chaque lieu devient une projection d'un état intérieur. Chaque géographie révèle une topographie émotionnelle. Et cette approche l'inscrit dans une tradition poétique qui va de Baudelaire, avec ses paysages, à Gracq et ses rivages. La chambre revient obsessionnellement dans ces textes. Mais ce n'est jamais la chambre refuge de l'intimité bourgeoise, c'est un espace clos qui peut devenir prison. In my room, in the back of the house, where nobody comes. Laboratoire de la solitude créatrice ou au contraire, théâtre de la communion amoureuse. We move like Kagei tigers, we couldn't get closer than this. La ville smithienne mérite également analyse. Contrairement aux poètes urbains traditionnels, comme Baudelaire ou Apollinaire, Smith ne s'intéresse pas à la modernité urbaine en tant que telle. Sa ville est toujours nocturne, souvent déserte, peuplée de fantômes plus que d'habitants. Dans Charlotte Sometimes, que je vous citais tout à l'heure, Londres devient labyrinthe temporel où passé et présent se confondent. La géographie réelle cède place à une cartographie mentale où les lieux n'existent que par leur charge émotionnelle. Cette dématérialisation de l'espace révèle à mon sens une influence majeure, celle du surréalisme. Comme les surréalistes, Smith privilégie la géographie du rêve et de l'inconscient à celle de la réalité empirique. Ces paysages obéissent à une logique onirique où les distances se compriment, où les lieux se télescopent, où les cohérences spatiales cèdent devant la nécessité émotionnelle. Une dimension souvent négligée de l'œuvre de Smith, c'est sa relation complexe au sacré. Élevé dans une famille catholique, Smith a gardé de cette formation religieuse une sensibilité particulière aux questions métaphysiques, mais débarrassé finalement de tout dogme. Cette spiritualité désacralisée s'exprime notamment dans son rapport à la transcendance amoureuse. L'amour chez Smith devient religion de substitution, avec ses rituels, Love Song et sa litanie des promesses infinies, ses extases, Just Like Heaven, ses crucifixions, The Same Deep Water as You. Mais cette sacralisation de l'amour s'accompagne toujours d'une conscience aiguë de sa fragilité. Le vocabulaire religieux traverse d'ailleurs toute son œuvre.
mais détournée de son sens originel. Les anges smithiens sont des figures de la perte plutôt que du salut. Les prières deviennent incantations amoureuses. Cette sécularisation du sacré rapproche Smith de poètes comme Hopkins ou Claudel, mais dans une perspective inverse. Là où ces derniers cherchaient Dieu dans la création, Smith cherche l'absolu dans la créature aimée. Cette quête spirituelle explique aussi l'importance du temps chez Smith. Comme les mystiques traditionnels, il aspire à l'éternité, mais une éternité humaine, terrestre, incarnée dans l'instant amoureux. D'où cette obsession pour les moments suspendus, ces parenthèses temporelles où l'amour semble échapper à la corruption du temps. Pour mesurer la portée poétique de l'œuvre de Robert Smith, il faut examiner ses influences et son héritage. Smith a souvent cité ses lectures de jeunesse, Camus et son étranger, Kafka et sa métamorphose, mais aussi des poètes moins attendus comme Emily Dickinson ou William Blake. De Dickinson, il retient l'art de l'ellipse et de la concision. Comme la poétesse américaine, Smith s'est concentré une émotion complexe en quelques vers d'apparence simple. De Blake, il hérite cette capacité à voir l'infini dans le particulier, l'éternel dans l'instant. Mais Smith s'inscrit aussi dans une tradition musicale précise. L'influence de Lou Reed ou du Velvet Underground est, je pense, manifeste. C'est cette même capacité à transformer le sordide en beauté. Ce même art de la répétition hypnotique et cette même exploration des zones grises de la psyché humaine. Celle de David Bowie se perçoit dans cette théâtralisation de l'identité, cette construction d'un personnage poétique cohérent. Cependant, Robert Smith dépasse ses modèles par sa radicalité émotionnelle. Là où Reed cultivait la distance ironique et Bowie le jeu des masques, Smith choisit l'exposition totale, la vulnérabilité absolue. Cette sincérité, qui pourrait sembler somme toute naïve, devient chez lui stratégie poétique. C'est en se montrant sans défense qu'il touche l'universel. L'influence de Smith sur la poésie contemporaine dépasse largement le cadre de la chanson. De nombreux poètes actuels revendiquent son héritage. Cette capacité à faire de l'intime un langage universel, cette esthétique de la fragilité assumée, cette mélancolie active qui refuse le pessimisme. Dans la chanson francophone, des artistes comme Dominique A ou Miossec portent clairement sa trace. Dans la littérature, des écrivains comme Édouard Levé ou Christine Angot explorent des territoires émotionnels qui sont assez proches de Robert Smith, avec cette même radicalité dans l'exposition de soi. Mais l'héritage de Robert Smith se perçoit aussi dans des domaines inattendus. Le cinéma contemporain, Lynch ou Malick, emprunte à son esthétique cette capacité à faire du bizarre quotidien une source de poésie. Et les arts plastiques actuels, Kieffer, Richter, partagent avec lui cette fascination pour la beauté dégradée et la splendeur du déclin. Cette influence transversale révèle la modernité profonde de Smith, en réconciliant pop culture et haute culture, émotion brute et sophistication formelle. Il a ouvert des voies nouvelles à l'expression artistique contemporaine. Je vous propose maintenant d'analyser la technique concrète de Smith. Ces textes naissent généralement de fragments, une image qui l'obsède, une phrase entendue par hasard, une émotion mal définie qu'il s'agit de cerner par les mots. Cette méthode fragmentaire explique la structure souvent elliptique de ses chansons. Smith procède par accumulation d'images plutôt que par développement logique. Dans Picture of You,
Les souvenirs s'enchaînent sans ordre chronologique, créant un effet de flux de conscience qui mime le fonctionnement réel de la mémoire. Cette technique, héritée du stream of consciousness joycien, donne à ces textes leur vérité psychologique. Ils maîtrisent aussi l'art du contraste émotionnel. Ces chansons les plus sombres contiennent souvent des éclats de beauté pure. Disintegration et ces Butterflies and Birds. Tandis que ces textes les plus lumineux recèlent des zones d'ombre que je trouve finalement inquiétantes. Just Like Heaven ou son Dizzy Dancing Way. Cette dialectique permanente entre lumière et ténèbres, espoir et désespoir, évite à Smith les écueils du manichéisme. Ces personnages ne sont jamais entièrement victimes, ni entièrement coupables. Ces histoires d'amour, jamais totalement réussies, ni complètement ratées, finalement. Cette complexité psychologique place Robert Smith dans la lignée des grands analystes de l'âme humaine. En conclusion, au terme de ce voyage dans l'univers poétique de Robert Smith, qu'est-ce que j'ai pu en retirer et finalement découvrir ? Eh bien, un artiste qui a réussi l'exploit de transformer la culture pop en véhicule de poésie authentique sans jamais sacrifier l'émotion brute de la sophistication intellectuelle. Smith, je pense, nous enseigne que la poésie n'a pas de territoire réservé. Elle surgit partout où l'expérience humaine cherche sa formulation la plus juste, sa vérité la plus nue. Ces chansons constituent un corpus poétique que je trouve totalement cohérent, explorant avec une rare acuité les paradoxes de la condition moderne. Notre soif absolue dans un monde relatif, notre besoin d'éternité dans l'instant qui fuit et notre aspiration à l'amour parfait dans l'imperfection généralisée. Comme tous les grands poètes, Robert Smith nous confronte aux questions essentielles, comme par exemple, que signifie aimer quand tout disparaît ? Comment préserver la beauté dans un monde qui la détruit ? Comment dire l'indicible de l'émotion ? Ces réponses ne sont jamais définitives, toujours en mouvement, toujours recommencées. C'est peut-être là son plus bel enseignement. La poésie n'est pas un avoir, mais un être. Pas une conquête, mais une quête sans fin. Quand il transforme sa mélancolie personnelle en un langage universel, en faisant de sa fragilité une force créatrice, je pense que Smith a enrichi le patrimoine poétique mondial. Il a prouvé que la chanson populaire pouvait égaler en profondeur les œuvres les plus savantes, que l'émotion sincère valait finalement tous les artifices rhétoriques. Ces mots continueront de résonner tant qu'il y aura des cœurs pour battre, des âmes pour souffrir et espérer, des consciences pour s'émerveiller de la beauté fragile du monde. Parce que je pense que, au-delà des modes et des époques, un artiste comme Robert Smith a touché à cette part d'éternité qui recèle tout instant d'émotion vraie. Nous avons marché aujourd'hui sur la voie poétique de Robert Smith, et je vous remercie de m'avoir accompagné encore une fois dans cette exploration de son univers poétique. J'espère vous enregistrer un épisode très prochainement, mais vous avez vu que la cadence s'est un petit peu accélérée là, depuis cette rentrée. Je pense que je tiens un bon rythme cette fois-ci. Et j'aimerais vraiment que vous me fassiez des suggestions
J'ai beaucoup de correspondances avec des personnes diverses et variées à travers le site voixpoétique.com. Mais justement, dans cette correspondance, j'aimerais que vous me proposiez des artistes qui vous touchent. Des artistes dont la poésie serait avérée. Et je ne manquerai pas d'en faire un podcast si j'ai tout ce qu'il me faut, si j'ai la matière. N'oubliez jamais que la poésie est partout. Il suffit, à mon sens, d'avoir les yeux pour la voir, et les oreilles pour l'entendre, et surtout, le cœur pour la recevoir. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.